Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette deuxième quotidienne de l'Euro. Un Euro où, je vous le rappelle, on a mis en place un gros dispositif pour tout couvrir. Déjà tous les soirs de match, vous pourrez nous retrouver en live sur notre chaîne Twitch, soit chez nous, soit en direct de la Cité Fertile, comme hier soir où nous avons organisé une conférence sur les liens entre foot et musique, suivie d'un gros avant-match à notre façon pour rentrer dans le vif du sujet, avec des quiz et évidemment, vous nous connaissez, du débat. En tout cas, on vous attend en nombre et l'autre partie de ce beau dispositif, c'est cette quotidienne que vous écoutez actuellement, tous les jours de match, 30 minutes pour s'imprégner de la culture des pays qui s'affrontent. Je ne suis évidemment pas seul. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je vais introduire un homme fatigué. Fatigué par la vie, évidemment, l'âge avançant, mais aussi fatigué, car il s'est démené pour mettre en place notre setup pour liver à la Cité Fertile. Il n'a pas arrêté de courir ces derniers jours. Comment il va, mon ancien préféré, Alex? Mais je pète le feu, ma gueule. Vous touche tous. J'ai vu ta gueule tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'être ça. Ouais, ça pique un peu, mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Également pour m'accompagner, lui est moins fatigué, l'âge étant évidemment moins avancé, mais aussi parce qu'il peut se permettre de partir vadrouiller dans les quatre coins de l'Europe. C'était probablement pour vous offrir les meilleures chroniques lors de cet Euro. Il est tellement investi qu'il a d'ailleurs sorti son maillot de l'Albanie alors que c'est évidemment un podcast. Comment il va, mon cher Tom? J'ai pensé au réseau si jamais ça clippait, tu vois, mais ouais, c'est un pas peu sûr. con, ouais. Pas sûr. Bon les gars, on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, on va parler du groupe A avec le deuxième match de ce groupe, Hongrie-Suisse, et du groupe B avec deux beaux affrontements. Allez, on part en direction du premier match de cette journée, le match de 15h, Hongrie-Suisse. 15h, Hongrie-Suisse. Depuis 2010, la Hongrie est dirigée par un homme des plus controversés, El Famoso Viktor Orban. Populiste et anti-immigration à ses heures perdues, il est également un grand fan de football. Football qu'il a beau aimer, mais qu'il peut également utiliser pour son propre bénéfice. Je suis donc parti interroger notre géopolitologue du sport préféré, Jean-Baptiste Guégan, qui va nous éclaircir un petit peu la stratégie de Viktor Orban avec le football. Salut JB, aujourd'hui on va parler de la Hongrie et de son premier ministre, le controversé Viktor Orban. Pas de dissolution pour les Hongrois, mais des élections européennes remportées par le parti Fidesz, le parti de Viktor Orban, avec un peu moins de 45% des voix. Ça paraît être un score décent, mais c'est la pire performance de son mouvement ultra-conservateur lors d'élections européennes depuis l'adhésion de la Hongrie en 2004. La faute notamment à la montée d'un mouvement d'opposition symbolisé par Péter Magyar, qui réalise près de 30% et qui vient forcément perturber la mainmise de Viktor Orban sur le pouvoir hongrois. Lui qui est Premier ministre du pays depuis 2010 a eu le temps de mettre en place des choses, et notamment dans le football. On va parler de ça aujourd'hui. JB, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quels sont ses liens avec le football et ce qu'il a pu mettre en place en Hongrie? Alors très vite, Viktor Orban, dès son accession au pouvoir, et même un peu avant, a toujours fait du football un des fers de lance de son action dans le sport, et puis généralement de son action politique. Le football, ça a toujours été quelque chose qu'il a utilisé pour raviver finalement l'identité magyare, renvoyer à la Grande Hongrie et finalement utiliser le poids de la nostalgie de la Wunderteam pour aller beaucoup plus loin. Ce qu'on voit avec Viktor Orban, c'est la capacité politique d'un dirigeant européen à utiliser le sport à ses fins et notamment le football. Mais il ne s'en sert pas que pour la politique intérieure, il va s'en servir aussi pour aller rassembler les communautés hongroises en dehors des frontières. Et on l'a vu, par exemple, considérablement investir dans les pays voisins, justement pour aller ranimer cette idée de la Grande Hongrie, et donc se faire finalement plus grand qu'il n'est. En faisant ça, il a, par exemple, financé des stades, il a lancé des projets, et c'est dans ce contexte-là que la situation finalement du football hongrois doit être considérée. C'est un football beaucoup plus politique, c'est probablement l'un des footballs les plus politisés d'Europe, en tout cas d'Europe de l'Est. Et typiquement, tu disais qu'il avait utilisé de façon politique. Est-ce que tu as des exemples un peu plus précis qui justement montrent bien sa façon d'appréhender le football? Déjà, il y a le fait de vouloir candidater pour l'Euro, et on se souvient des matchs accueillis justement dans le cadre de l'Euro. On se souvient de ces supporters tout en noir qui renvoyaient aux pires traditions finalement des ultras politisés à droite. On se rappelle aussi finalement de son rejet de la défense des minorités, notamment sexuelles. Et on se souvient de la réponse de l'Allemagne, justement à la position d'Orban. Le dernier Euro a été finalement la réponse finalement dans le football et par le football d'Orban à l'Union européenne et à sa libéralité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que chaque
manifestation sportive et chaque match de la sélection ou match en Hongrie renvoie directement et va affermir la position de Viktor Orban. Pour lui, c'est vraiment un moyen de rassembler, de diffuser les valeurs et finalement de faire passer le patriotisme vers le nationalisme. Tout ça au service d'un populisme décomplexé. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Orban, c'est d'abord non plus un eurosceptique. Hein. Aujourd'hui, il fait partie avec le groupe de Visegrad des plus europhobes et il est pro-russe. Et ça, c'est aussi à noter. La Hongrie reste dans le sport un acteur qui finalement utilise le foot, pas forcément pour inclure et pour se tourner vers les autres, mais pour rappeler sa grandeur passée. Ouais, du coup, tu me fais une petite passe décisive parce que justement, j'allais évoquer la sélection nationale. Comment Viktor Orban utilise aujourd'hui la sélection? Tu parlais de redonner par exemple à la Hongrie sa gloire des années 50. Qu'est-ce qu'on a des exemples un petit peu de ce qu'il a pu faire avec la sélection? Le fait de d'abord rénover le stade, poser des investissements assez colossaux, que ce soit dans les centres de formation, etc., au service du football magyar et de le dire, le tout dans la Puskás Arena, dont il ravive l'histoire en permanence, ça renvoie finalement les Hongrois à une gloire passée presque fantasmée. Et c'est là où c'est assez intéressant parce que finalement la sélection va être son véhicule. Chaque match de la sélection en Hongrie est l'occasion de rappeler tout ça. Et puis, faut le rappeler, hein, l'identité d'un pays, ça passe par une culture, une langue, une histoire commune, mais aussi par une sélection. Et en l'occurrence, à chaque fois, il s'y associe. Et comme cette sélection, maintenant, avec l'ouverture de l'Euro, est qualifiée, on est dans cette situation où, à chaque fois que la Hongrie va être là, vous ferez l'association avec son principal leader. Et donc, il y a la possibilité de l'instrumentaliser. Et cette politisation-là, elle est objectivement pas bonne, comme elle n'est pas bonne pour nous en France, par exemple, dans d'autres cas. Et typiquement, tu parlais de légendes passées. Est-ce qu'il utilise justement d'anciennes légendes hongroises pour soutenir sa vision, se monter proche peut-être de certains sportifs? Le problème des sportifs, c'est qu'ils ne sont pas tous associés à ces dérives. Et donc, on le voit plutôt aujourd'hui investir sur les événements. C'est-à-dire que il y a une vraie volonté de faire de la Hongrie une terre d'accueil des matchs, Conference League, Europa League, mais aussi les championnats du monde qui ont eu lieu finalement en Hongrie pour l'athlétisme. C'est ça qui est assez intéressant, il y a une politique d'accueil et ça ressemble beaucoup aussi dans une version light à ce qu'a pu faire Vladimir Poutine. Il s'est rapproché de certains présidents de clubs, il a favorisé une partie des acteurs du football hongrois à son service, à tel point qu'il y a des liens qui pourraient donner lieu à des qualifications peut-être judiciaires dans certains cas. En tout cas, il y a du trafic d'influence par le football et c'est là où c'est finalement un peu préoccupant parce que ça ne doit pas être et ça ne devrait pas être mis à son service. Et je crois qu'il est notamment très proche du club de Ferencváros, non? C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on prend le club de Ferencváros, c'est l'un des clubs hongrois historiques qui a bénéficié le plus de ses subsides. Il valorise ses proches, il valorise ceux qui vont dans le sens de ses intérêts. Et il y a une sorte de, pour reprendre l'expression de Lucas Aubin, de sportocratura qui s'est mise en place en Hongrie. C'est-à-dire une connivence entre le sportif, l'économique et le politique. Bon, vous l'avez entendu, Viktor Orban, comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs, utilise bien le football pour servir ses intérêts. On en est presque à se demander si on a envie de soutenir cette équipe hongroise qui, en plus, peut être une des surprises de cet Euro. Ouais, clairement, c'est une équipe en plein développement, en plus que moi j'aime beaucoup, mais effectivement, c'est un peu le truc ambivalent avec la réussite de cette nation qui passe aussi au-delà de Rossi, etc. Dans les previews, vous aurez appris un peu plus là-dessus, mais le développement au moins des stades et des infrastructures, c'est clairement Orban qui le fait, donc c'est un peu compliqué de se positionner là-dessus quand on sait l'historique. Alex, tu les soutiens toi du coup ? Non, mais en fait, c'est difficile aussi de négliger le fait qu'il y ait Szoboszlai dans cette équipe et que c'est le genre de mec qui fait vraiment kiffer. Mais plus sérieusement, c'est vrai que politiquement, là, bon après c'est un truc qui touche toute l'Europe. Hein. On est les premiers concernés, mais je passerai pas mes vacances en Hongrie, tu vois. Bon, on va partir maintenant, messieurs, en direction du deuxième match de cette journée. Le choc entre la Croatie et l'Espagne. 18h. Croatie, Espagne.
On en parlait, c'est véritablement un choc que nous propose 7 € dès son deuxième jour. En tout cas, footballistiquement, c'est très clair. Mais quand on compare la taille des deux pays, c'est moins sûr. D'un côté, l'Espagne, et c'est près de 50 millions d'habitants. De l'autre, la Croatie est seulement 3,8 millions d'habitants. Et pourtant, sur le terrain, il y a match. Alex, tu t'es intéressé justement à ce qui faisait de cette sélection nationale une place forte du foot européen. Ouais, tu l'as dit, tu as parlé des 3,8 millions d'habitants, c'est aussi seulement 56 000 km², seulement 33 ans d'existence, et pourtant une finale de Coupe du Monde et 2 demi-finales. La Croatie, c'est une exception dans le foot. C'est ce tout petit pays qui a réussi l'exploit de performer à un niveau inimaginable sur la scène mondiale. Et je vais vous expliquer pourquoi la Croatie doit beaucoup au football et le lui rend si bien. Ouais, c'est assez hallucinant. Déjà 98, 2018, 2022. Mais d'où ça vient en fait tout ça? Comment la Croatie a-t-elle réussi à créer une équipe aussi performante? Bah écoute, on va remonter un peu dans le temps, comme on fait souvent chez Onziemar, et revenir au 16 octobre 90, soit seulement 10 mois après ma naissance, je tenais à le dire pour qu'on arrête Arrête de de me traiter de mentir. papy. Il y a la Croatie qui affronte les États-Unis à Zagreb, et pourtant quelques mois plus tôt, Tudjman, qui est un partisan de l'indépendance, est élu président lors des premières élections libres du pays. Et pourtant, l'indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie, elle n'est pas encore actée. Le pays est encore sous la tutelle de la Yougoslavie. Il faut donc marquer le coup pour affirmer cette volonté d'indépendance et montrer au monde que la Croatie existe bel et bien, mais comment faire? Le pays n'existe pas encore, la fédération encore moins, c'est logique. Et c'est là qu'intervient un pote du président, le secrétaire général de la Fédération yougoslave de football, Ante Pavlovic, qui va donner une licence à la Croatie. Il va aller même, tenez-vous bien, jusqu'à payer le voyage à l'équipe américaine pour être sûr que le match se tienne. Ok, donc si je comprends bien, le pays n'est pas encore indépendant, mais ils peuvent jouer un match officiel avec le nom Croatie. Ouais, je vous laisse imaginer l'ambiance de dingo dans le stade. Pour la petite histoire, c'est même le peintre Miroslav Soutej, je suis désolé pour la prononciation, qui conçoit un maillot à damier rouge et blanc, maillot à damier rouge et blanc qui reprend le drapeau du royaume médiéval de Croatie né au Xe siècle. Finalement, l'indépendance est déclarée en juin 91, mais la FIFA ne reconnaît la Fédé croate qu'en 92 et l'UEFA la reconnaît en 93, toujours dans les bons coups ces deux-là. Il faut donc attendre le 4 septembre 94 pour voir le premier match officiel reconnu de tous. Un délire quand on sait le rôle qu'a joué le foot pour pousser à l'émancipation du pays. Bon, c'est important de jouer avec le cœur, ça aide toujours, mais on le sait, ça ne fait pas tout. Il y a quand même dans cette équipe des joueurs de classe mondiale. Je vais vous ressortir une petite série de chiffres pour vous expliquer tout ça. La Croatie, c'est 1500 clubs et près de 12 000 associations sportives. Pour un pays de 3,8 millions d'habitants, c'est énorme. On parle du foot là, mais il y a plein de sports qui sont développés, le handball, le water-polo, enfin plein de sports. Il y a une vraie culture dans ce pays et surtout, la Croatie, ça a été un des premiers pays à adhérer à l'Union européenne. Alors je sais que c'est un peu le mot tabou en ce moment, mais bon, de toute évidence, ça n'a pas que des aspects négatifs puisque ça a permis au pays de se moderniser plus rapidement que ses voisins. L'autre point très important, on l'a dit au début, c'est la taille du pays. Être petit, ça oblige à se structurer correctement. La fédération croate, par exemple, elle compte 5 régions avec un responsable technique dans chaque région et des instructeurs dans chaque district. C'est une structure pyramidale au niveau local qui oriente les meilleurs talents vers les meilleurs clubs. Donc tout est calculé, tout est quadrillé. C'est un peu, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un poteau carré il y a longtemps sur l'Argentine pour expliquer comment Bielsa avait mis en place, avait développé la formation en Argentine et qu'en fait il avait quadrillé toutes les régions et qu'il y avait des mecs qui étaient là pour regarder les joueurs et pour les orienter en fonction de leur qualité. Bah là c'est à peu près pareil et comme le pays est petit, ça aide aussi à éviter que certains joueurs passent entre les gouttes. Il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est que tous les entraîneurs sont diplômés et payés. C'est-à-dire que toi, tu veux entraîner des U10, U11 le week-end, et ben il faut que tu aies un diplôme et tu seras payé. Même dans les petits clubs, c'est pas un truc qui est réservé au Dynamo ou des choses comme ça. Un autre aspect qui m'a surpris, c'est quand on connaît les tendances actuelles de la formation, c'est que là-bas, les jeunes doivent se confronter à la pression du résultat. On n'a pas cette volonté de développer l'aspect uniquement plaisir. Il faut performer. Donc, on joue beaucoup, on joue des vrais matchs et les équipés de réserve sont admis jusqu'en 2e division, ce qui hausse le niveau d'exigence. Et à l'entraînement, on axe beaucoup sur les situations de match pour développer le cerveau du joueur qui soit en maîtrise à chaque instant. C'est ce que explique d'ailleurs le responsable de la Fédé croate, Boris Kulba. Chez les jeunes, les coachs corrigent les erreurs mais ne crient pas des consignes. La progression vient de la réflexion, pas de la répétition. Bref, on a un mélange de patriotisme sincère et pur avec une structure encadrante
saine, mais avec de la pression. Et c'est tout ça qui fait que la Croatie est un monument du football mondial depuis sa création. Putain, c'est ouf, ça bosse clairement bien. Et bah, typiquement, il y a des clubs qui bossent un peu mieux que d'autres. Oui, bah, tout le monde connaît le Dynamo Zagreb, Modric, Kovacic, Bozovic, Kramaric, le Mayer, Lovren. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je faisais. Et bah Guardiol, voilà, pour arrêter les ish. Ils sont tous passés par le club. Et si vous voulez en savoir plus, ça me permet de faire une petite pub pour un excellent format court réalisé par Val. Et je dis pas ça parce que c'est le chef, mais c'est vrai qu'il est très fort et très beau. Sur Pas sûr pour Beau. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a un c'est un format court qui parle du président du club, Zdravko Mamić, grand parrain du football croate, c'est le nom de l'épisode, un sacré personnage condamné à la prison pour détournement de fonds et que certains joueurs de l'équipe comme Modric ont couvert. Bref, foncez écouter ça parce que si le pays s'est construit autour du foot et que son identité est historique, que le premier mouvement d'indépendance s'est fait balle au pied, et bah pas mal de Croates sont plus du tout sur la même longueur d'onde que leur équipe. Comme quoi le foot business arrive aussi à flinguer les plus belles histoires. Eh bien, merci Alex pour cette belle chronique. En tout cas, c'est marrant ce que tu nous racontes là, notamment sur l'aspect réflexion des joueurs. C'est des choses qu'on a pu entendre, notamment du côté d'un Régis Lebris, par exemple, qui essaie de développer l'intelligence situationnelle des joueurs. Je parle de Régis Lebris, mais je pourrais parler d'autres qui pensent comme ça. En tout cas, c'est impressionnant de voir... Genesio, hein, tout à fait. Typiquement, ouais. C'est impressionnant de voir que la Croatie, justement, essaie de mettre en place ce type de précepte très tôt. Ouais, non, mais clairement, c'est un pays. En fait, je trouve vachement intéressant dans la chronique d'Alex, c'est le fait que ce soit un petit pays, donc tu dois bien te structurer. Et donc, si tu prends à l'inverse, ça veut dire que la France, parce que grand pays, on s'en bat un peu les couilles d'être bien structuré. Alors, on a l'avantage d'avoir l'île de France qui marche très bien, mais quid de l'équipe de France sans ce talent de Montreux, de Bervilliers, etc. Franchement, vu la structure de certains clubs, et encore, je ne veux pas taper sur les formateurs, etc., qui sont là gratuitement. Parce que c'est eux qui vont vivre le foot amateur, mais quand on voit le nombre de problèmes qu'il y a à ce niveau-là, on se dit qu'il y a peut-être 2-3 billes à récupérer de la Croatie. C'est clair, c'est clair. En vrai, il faudrait peut-être un petit peu s'en inspirer. En tout cas, moi, quand Alex parle, je me tais et je me régale. Allez, direction le troisième et dernier match de cette journée, l'Italie face à l'Albanie. 21h, Italie, Albanie. On va désormais parler d'un duel de voisins entre l'Italie et l'Albanie, des voisins à tel point que toi, Tom, tu as voulu nous parler de la relation forte entre ces deux pays, notamment au niveau de l'immigration. De ce que je comprends, il y a plusieurs joueurs issus de la diaspora albanaise qui seront présents à l'Euro. Ouais, clairement. Alors, je vous parlais d'abord de la diaspora albanaise qui s'est retrouvée en Angleterre. Armando Broja en fait partie. Il est né pas très loin de Londres. Donc, lui, au Royaume-Uni, ils sont assez nombreux. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés assez jeunes. Hein. Je pense à ceux qui écoutent un peu de pop. La Dua Lipa, qui est chanteuse un peu du moment, qui est, elle, née du coup à l'ancienne Albanie au Kosovo, et qui a rejoint l'outre-Manche à un plus jeune âge. Elle fait partie, comme Armando Broja, des 47 000 personnes nées en Albanie qui vivent aujourd'hui au Royaume-Uni. Et ce chiffre qui continue de grimper, hein, parce que 12 000 migrants sont arrivés en Albanie en bateau en 2022. Ça inquiète un peu les autorités britanniques, ça c'est clair. Côté italien, on peut noter le jeune défenseur Marc Kumbulla, qui est un peu le joueur star arrivé à la Roma il y a quelques mois, mais finalement, ça n'a pas trop marché. Lui, il est né à côté de Vérone. Et la plupart de la liste des internationaux albanais qui sont pas nés en Albanie même, les frontières actuelles en tout cas, c'est plutôt au Kosovo ou dans les pays plus en sécurité entre guillemets dans les années 90, comme la Grèce, où est né notamment le gardien Thomas Strakosha. Et on retrouve beaucoup de diaspora albanaise tout au long du continent européen. Justement, parle-nous un petit peu des raisons de ces départs de familles albanaises et de l'histoire compliquée de ce pays. Alors l'histoire albanaise, c'est vrai qu'elle est un peu comme la Grèce et surtout comme la Croatie dont nous a parlé Alex. C'est une terre d'invasion surtout. C'est l'ère ottomane d'abord pendant 500 ans jusqu'à l'indépendance, la première indépendance albanaise en 1912. Au cours du XXe siècle, c'est un territoire qui est hyper prisé par l'Empire austro-hongrois, la France, la Grèce, l'Italie, plein d'autres personnes de la région qui voient le littoral albanais comme une vraie source de richesse. Finalement, c'est envahi par l'Italie de Mussolini et le contrôle des nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale mène à une première exode des Albanais. Malheureusement, en fait, après les nazis, il y a eu d'autres gens, hein, notamment les communistes, sous le régime d'Enver Hoxha.
il y a plein de persécutions religieuses, notamment les musulmans, les catholiques, les orthodoxes. En fait, ils voulaient virer tout le monde. En plus de ça, tu as une austérité vraiment sévère et des relations diplomatiques très compliquées entre la Yougoslavie et l'Union soviétique ensuite. Franchement, l'Albanie sous Hoxha, c'était de très loin l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant avec un régime démocratique depuis plus de 30 ans, en plus d'être constitutionnellement athée. Alors, même si aujourd'hui c'est plutôt culturellement un pays musulman, l'Albanie se la relève petit à petit des traumatismes du passé. Alors typiquement, raconte-nous comment le pays se développe aujourd'hui et comment c'est devenu aussi une destination touristique phare que toi, tu as eu la chance Ouais. de visiter aussi. Ouais, j'ai eu la chance en automne dernier de le visiter avec mon tour en Europe de l'Est. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu les pays dans la région, après avoir débroussaillé les dégâts de la guerre, bon, c'est surtout la Croatie, la Roumanie et la Grèce qui sont arrivés les premiers sur le marché du tourisme. Mais aujourd'hui, avec le tourisme de masse, surtout les îles grecques et la côte adriatique croate, le Monténégro et l'Albanie sont vraiment positionnés pour devenir un peu la solution entre guillemets cheap, pour le moment en tout cas, grâce à notamment des belles plages à Durrës et à Vlorë, mais également des montagnes et des fleuves magnifiques dans les terres, grâce à un plan du gouvernement depuis 2019 pour développer du tourisme durable, avec la création de près de 100 000 postes à travers le pays et un apport économique significatif. Clairement, le Premier ministre, il veut que ça représente un tiers du PIB du pays. Ils ont clairement pris pour éviter une nouvelle pandémie parce que sinon ça va un peu les flinguer. Et franchement, pour avoir visité ce pays, c'est un pays absolument magnifique qui se développe petit à petit. Il ne faut pas s'attendre aux installations qu'on voit en Grèce. Mais c'est un peu le pamprousse et franchement, c'est une ambiance aussi. On va revenir un petit peu à l'Euro tout de même. Aujourd'hui, on va voir un match entre frères culturels et géographiques, on en parlait. Ouais, alors c'est plein d'exodes. Justement, j'en ai parlé de l'Albanie, du Royaume, avec de nombreux bateaux qui ont quitté le port de Durrës et qui ont effectué les quelques heures qui les séparent de la côte amalfitaine et du port de Bari. Aujourd'hui, tu peux le faire la croisière en 10 heures. C'est un ferry de 47 €, c'est assez accessible. Mais bon, quand les Albanais le faisaient à l'époque, c'était pas forcément aussi safe, on va dire, entre guillemets. En 2019, on recensait plus de 400 000 Albanais de nationalité en Italie, avec encore 700 000 Italiens de descendance albanaise. Donc ça représente quand même pas mal de gens. Alors à l'époque, au Moyen-Âge, quand ils sont arrivés, ça s'appelait Zarbérèche. Cette diaspora s'est propagée à travers la botte, avec notamment des gens dans la Pouille, la Toscane, en Lombardie, en Émilie-Romagne. Bon, les premières vagues, c'était le XVe siècle. Aujourd'hui, elles sont pleinement intégrées à la population italienne. Il y a 250 000 de ces Albanais qui ont récupéré le passeport italien. Il y a même un pape qui était de descendance albanaise qui est devenu pape en Italie. Donc ça remontre bien l'intégration. Malheureusement, les problèmes économiques qu'encourt l'Italie aujourd'hui, ça veut dire qu'ils rentrent au pays, d'autant plus avec la politique anti-immigration de Giorgia Meloni, qui les pousse à aller chercher une meilleure vie en Albanie. Ouais, on peut même aller un peu plus loin dans la relation italo-albanaise, avec notamment une histoire forte au niveau de la mafia. Alors, je ne vais pas faire une présentation un peu de match, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as deux côtés de la mafia. Tu as d'un côté la mafia albanaise, qui est la mafia Shqiptar, ou la Compagno Bello, plus spécifiquement, qui opère particulièrement en Angleterre, qui contrôle la vente de la cocaïne à Londres, clairement le plus gros maître trafiquant dans la région. Il y a un chiffre annuel supérieur au McDo ou la banque allemande, donc ça vous dit un petit peu les moyens récupérés. Et ils inquiètent particulièrement les autorités belges et néerlandaises qui voient leurs marchandises traverser les ports d'Anvers et de Rotterdam. L'autre côté, pour le ring un peu de boxeurs, même s'ils sont plutôt potes, c'est la Dragheta italienne, qui est très connue en Calabre notamment, mais qui a des antennes partout dans le monde, notamment à New York, à Buenos Aires, en Australie, en Suisse et donc le Royaume-Uni, où ils sont assez potes avec les Albanais. Aujourd'hui, la Drangheta, c'est clairement l'un des groupes de crime organisé les plus puissants au monde. Il collabore avec la Compagno Bella sur le marché de la cocaïne londonienne. Il y a un énorme trafic qui passe à travers Tirana, est devenu l'une des places fortes en Europe, de l'héroïne notamment. Franchement, ils s'apprécient beaucoup. Les Italiens, ils voient les Albanais comme ingénieux, tenaces et franchement au même niveau que les Italiens, qui en dit assez long sur leur bonne relation. Tellement qu'ils sont potes, et ils ont éliminé le boss de la mafia turque, Behar Sofia, en plein jour, en 2021 à Tirana. Et les Turcs, ils sont rivaux sur le marché de l'héroïne. Donc franchement, il fallait les éliminer. Un peu à la Narcos, tu vois. Et cette mafia, typiquement, elle a quel impact concrètement sur la vie des Albanais ? En Albanie, c'est la SPAC qui est un peu responsable de l'anticorruption et de démanteler les groupes de crime organisés. Malheureusement, cette force gouvernementale, elle est assez récente et elle nage à contre-courant. C'est-à-dire que le gouvernement soutient complètement la mafia Shqiptar, donne complètement tous les permis de construire aux plus offrants. Donc forcément, pour blanchir l'argent, c'est plus simple. Malheureusement, il y a plein de constructions dans des petits villages qui étaient super prisés des locaux et qui ont probablement été prisés des touristes comme Ksamil. Et ça détruit un petit peu le visage
visuelle au moins et géographique du pays, notamment à Tirana. Moi, j'ai vu une superbe tour très très moche, se construire derrière l'hôtel Intercontinental qui devrait devenir la plus grande tour du pays. C'est un gros doigt d'honneur à la SPAC et franchement, quand tu as 3,7 milliards d'euros à blanchir en Albanie en une année, faut construire pas mal. Bon, Tom, ça fait 1 heure que tu parles là et tu m'as toujours pas parlé de football. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter sur le foot justement? Alors c'est assez sombre. Moi, je peux ressortir 2 histoires qui marquent plutôt pas mal. Mais alors déjà, pour voir le contexte, c'est que normalement, quand tu as le gouvernement qui bosse avec la mafia, entre guillemets, tu as forcément un peu de foot là-dedans. En fait, il y a tellement peu d'intérêt pour le championnat local et ça rapporte tellement peu d'argent, droits TV, etc., que la mafia, elle s'intéresse pas trop, surtout que les Albanais sont plutôt tournés vers la première ligue, très riche, et surtout la Serie A. Franchement, avec les potes italiens, c'est logique. Aujourd'hui, c'est plutôt la NCA, donc la National Crime Agency en Angleterre, qui regarde le rôle de la mafia albanaise dans les cambriolages successifs de footballeurs. Donc Pogba, De Bruyne, Lingard et d'autres joueurs mancuniens en 2022. Cancelo s'était notamment battu avec l'un des cambrioleurs. Sterling était rentré du Mondial 2022, avait quitté le groupe de l'Angleterre pour protéger sa famille qui a été agressée. Donc la NCA pense franchement qu'il y a une petite relation avec la mafia albanaise qui avait vraiment visé cette région-là. Et l'autre truc un peu suspicieux, c'est un peu comme l'histoire de Paqueta aujourd'hui, c'est qu'il y a des cartons jaunes un peu particuliers, d'autant plus que donc en 2022, Granit Xhaka, qui a de la descendance albanaise, son frère jouait, ou joue plus, j'ai un doute, il jouait en tout cas pour l'Albanie avant. Il y avait des très grosses sommes qui étaient posées sur le fait qu'il prendrait un carton jaune dans les 10 dernières minutes d'un match contre Leeds. Il a pris ce carton jaune et donc les autorités se sont dit bon, il y a de l'argent en jeu, c'est probablement la mafia albanaise qui est impliquée. Il faut regarder ça de plus près, d'autant plus qu'il y a une vraie culture du pari sportif en Europe de l'Est. Donc, relation un peu forte avec la Dragheta. C'est sûr, c'est une relation fusionnelle entre les deux pays qui donnera forcément des scènes de liesse dans le public de Dortmund. Avec match nul, c'est encore mieux. Avec une petite défaite, ça passera peut-être quand même crème. Eh bien, merci Tom pour cette belle chronique. Peut-être un mot pour réagir, Alex? Hyper intéressant cette chronique, Tom, est plutôt rigolote en fait, parce que on espère évidemment que ça va finir sur un match nul. On n'a pas envie qu'il y ait des morts, à la sortie du stade. Et je vous parlais de la Hongrie tout à l'heure pour les vacances. Par contre, l'Albanie, je vous le recommande fortement. Très beau pays. Et vous faites Italie, Albanie dans la foulée. Vous prenez un peu d'oseille au passage avec les amis dont nous a parlé Tom, et vous passerez un été sublime après l'Euro. Tom connaît bien en tout cas. Bon, merci les gars en tout cas pour vos belles chroniques et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en live dès ce soir. Val, Flo et Zach seront sur Twitch pour débriefer les matchs du jour, car oui, on parle quand même aussi un peu de football. Et vous pouvez également nous retrouver dès demain pour une autre merveilleuse quotidienne. Allez, ciao!